Bienvenue dans cette édition spéciale d'AI Unraveled, votre briefing forensique quotidien à l'intersection de la technologie d'entreprise et de la préservation culturelle. Nous sommes le vendredi 17 avril 2026. Je suis votre hôte, Étienne Noumen. Avant de commencer notre autopsie du marché, un petit rappel. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à AI Unraveled directement sur Apple Podcast pour profiter de ce briefing stratégique complètement sans publicité. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation exclusive de Jamgamind. Lorsque les géants de la technologie déploient des algorithmes qui effacent activement les nuances culturelles et les dialectes régionaux pour des raisons d'efficacité de calcul, la véritable intelligence d'affaires nécessite une clarté locale. Jamgamind livre l'analyse forensique de niveau technique et vérifié par l'humain, sur laquelle les dirigeants s'appuient pour naviguer dans ces immenses bouleversements géopolitiques et numériques. Visitez jamgamind.com. Aujourd'hui, nous explorons l'effacement algorithmique. Nous allons décortiquer comment la tokenisation pénalise financièrement le français québécois, examiner la crise des déserts de données qui frappe 88% des langues africaines, et analyser la riposte du Québec à travers des boucliers législatifs et la création de supercalculateurs souverains. Allons droit au but. À l'ère numérique, une langue meurt en fait 2 fois. Oui, La première fois, c'est quand le dernier aîné qui la porte s'éteint. Mais la deuxième mort, et c'est vraiment le cœur de notre exploration aujourd'hui, elle est beaucoup plus insidieuse. beaucoup plus, oui. C'est quand les algorithmes refusent catégoriquement de la reconnaître. Exactement. Et ça, c'est pas juste un problème d'interface, c'est le point de départ de notre autopsie. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de lister les erreurs de traduction d'un petit chatbot. Non, l'enjeu est bien plus grave. On va faire une véritable autopsie holistique et forensique de ce que les chercheurs appellent la colonisation algorithmique. Parce que l'intelligence artificielle développée massivement dans la Silicon Valley force structurellement le monde entier à penser et à s'exprimer selon une syntaxe anglo-américaine. Et avec des valeurs néolibérales intégrées, oui. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce phénomène, cette extinction numérique, c'est pas du tout un bug logiciel mineur. Hmm. C'est un artefact architectural qui est intégré dans chaque pipeline de développement de l'IA. L'IA est devenue le gardien ultime des connaissances mondiales. Ouais, elle standardise l'expérience humaine. Bon, décortiquons tout ça. Pour commencer, il faut regarder les symptômes évidents de cette colonisation algorithmique. Et on a un cas d'étude empirique extrêmement bien documenté. Le Québec? Exactement. Le cas du français québécois. L'Université Laval a sorti une étude incroyable via son groupe de recherche. Ils ont testé les grands modèles de langage avec des corpus spécifiques, le QF-Core pour les expressions régionales et le QF-Cort. Ouais, des benchmarks très pointus. Et les chiffres sont violents sur des expressions comme attache ta tuque avec de la broche ou juste le mot tigidou. Tigidou, oui. Eh bien, 65,77% des modèles échouent lamentablement à comprendre ces idiomes. Seulement 9% favorisent le dialecte régional et 40% ne captent absolument rien au contexte. C'est massif. Et pour comprendre ça, il faut vraiment regarder sous le capot. La mécanique de traduction implicite, ou ce qu'on appelle le biais du pivot vers l'anglais. Le pivot vers l'anglais, c'est-à-dire? En fait, l'IA ne pense pas en français. Quand elle reçoit une phrase informelle québécoise, elle route le raisonnement à travers un espace latent. Attends, un espace latent? Ouais. C'est quoi exactement? C'est une sorte de dictionnaire caché dans l'algorithme? C'est une bonne analogie, mais c'est un espace mathématique à des milliers de dimensions où les concepts sont stockés. Et cet espace est massivement dominé par l'anglais et la culture américaine. Ah, je vois. Donc, le modèle prend la phrase québécoise, la convertit en concept américain, puis essaie de la recracher en français. Résultat, des IA comme Claude ou ChatGPT transforment un texte régional super riche en un français parisien totalement aseptisé. Ça efface tout le contexte socio-historique, en fait. Les chercheurs montraient que les sacres québécois, qui sont hyper liés à la Révolution tranquille, disparaissent complètement. Totalement effacé, oui. Souvent bloqués par les filtres de sécurité occidentaux qui les considèrent comme offensants. C'est dingue. Et ça nous amène à un concept qui me fascine, avec beaucoup de cynisme envers la Silicon Valley, je l'avoue, c'est l'anglicisme syntaxique. Ah oui, c'est le cœur du problème. Parce que c'est pas juste une petite erreur de vocabulaire. L'IA produit une grammaire littéralement anglaise, mais habillée avec des mots français. C'est des calques. L'IA, à dire par exemple « prendre un cours », parce que dans son espace latent anglais, c'est « to take a course ». Hmm. Elle ignore totalement que la structure française correcte, c'est « suivre un cours ».
Ou alors, elle traduit open line par ligne ouverte. Au lieu de tribune téléphonique. Exactement, c'est pernicieux, parce que ça a l'air correct en surface. Et c'est là qu'on observe la décadence générationnelle. La chronologie est effrayante. Dans les années 2000, on disait « j'ai appelé ma mère ». Ouais. En 2010, avec Internet, c'est devenu « j'ai collé ma mère ». Et les linguistes prédisent que pour 2030, avec l'IA partout, on va avoir un désastre du genre « j'ai call my mom ». L'IA est un cheval de Troie qui détruit la structure de la langue de l'intérieur. C'est le changement de code forcé. Les utilisateurs s'adaptent à la machine parce que la machine refuse de s'adapter à eux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pourquoi ces modèles échouent si spécifiquement sur ces dialectes ? C'est de la paresse de la part des ingénieurs ou il y a une mécanique plus insidieuse ? Si on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est purement mathématique et financier. Ça nous amène à la taxe de tokenisation, La taxe de tokenisation, ou la friction de tokenisation. En gros, les algorithmes, ou plus précisément les tokeniseurs, découpent le texte en morceaux numériques pour le comprendre. les fameux tokens. Ouais. Parce que ces tokeniseurs sont optimisés pour les langues de prestige occidentales, et surtout l'anglais. Les dialectes non standards ne sont pas reconnus comme des mots entiers. Ils sont violemment fragmentés en tokens disjoints, ce qu'on appelle les byte pair tokens. Laisse-moi essayer une analogie pour voir si j'ai bien saisi. C'est comme le tarif postal. Comment ça? C'est comme devoir payer un supplément d'affranchissement chaque fois qu'on envoie une lettre dans sa langue maternelle. Si l'IA lit le mot anglais Apple, elle a une seule grosse pièce de puzzle. Mais si elle lit Tigidou, elle n'a pas la pièce. Elle doit le casser en plein de petites pièces. T, I, G, U, I, etc. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que cette fragmentation détruit la cohésion sémantique, mais surtout, elle rend le traitement des langues régionales littéralement plus coûteux en puissance de calcul. Parce que les API sont facturés au token. Voilà. Pour les développeurs, la standardisation algorithmique est motivée par l'économie de la Silicon Valley. Mathématiquement, ça coûte trop cher d'être culturellement diversifié. C'est glaçant. Et d'ailleurs, face à ce coût de calcul et ces biais d'architecture, il est crucial d'avoir les bonnes fondations. Essayer de naviguer dans ce changement massif de l'architecture de l'IA en se basant sur la hype de Twitter, c'est une faute professionnelle pour une entreprise. C'est clair. Il faut arrêter de collectionner les applications bêta tape à l'œil et commencer à déployer de véritables infrastructures. Étienne a audité le marché pour la communauté AI Unraveled. Il est recommandé de se rendre sur djamgam.com/toolkit pour obtenir la boîte à outils exécutive IA. C'est une suite privée, vérifiée de manière forensique, comprenant des outils comme Chatbase et Eleven Labs. Ce sont des armes de niveau entreprise conçues pour générer un retour sur investissement réel et gouverné. C'est indispensable aujourd'hui. Totalement. Mais si on revient à notre analyse, si ce coût computationnel nuit au français québécois, qui est pourtant une langue super bien soutenue financièrement et politiquement, quel est l'impact sur les langues qui n'ont presque aucune présence numérique ? C'est là qu'on entre dans ce que j'appelle les ténèbres numériques. C'est là que ça devient vraiment intéressant, oui. Le cas du Québec n'est qu'un microcosme d'une crise bien plus vaste. Le problème des déserts de données menace des milliers de langues. Les données du benchmark Sahara sont accablantes à ce sujet. Ouais. Ils ont testé 517 langues africaines. Et des langues majeures comme le Wolof, le Haoussa, l'Oromo, on parle langue parlée par des dizaines de millions de personnes. Des populations entières. Exactement. Eh bien, elles échouent systématiquement dans les tâches de raisonnement. 88% des langues africaines sont sévèrement sous-représentées ou juste totalement ignorées par la linguistique computationnelle. 88%. C'est pas un oubli, c'est un angle mort architectural massif. Les algorithmes sont nourris par le volume de texte numérisé. Et quand on regarde des cas plus isolés, le drame est encore plus absolu. Il y a le cas documenté du dialecte amérindien chouchonné de l'Ouest. Ah oui, l'histoire de Mai Timbimbu Pari. Exactement, cette aînée de la communauté. Elle possédait un vocabulaire spécifique incroyable. Elle pouvait décrire les angles précis de la lumière du soleil ou les moindres traces d'animaux dans la nature. C'est un savoir écologique inestimable. Et quand ils ont essayé de numériser ça, Voilà, la communauté a tenté de transcrire les connaissances de ces aînés survivants avec des outils d'IA. Et les outils n'ont pas juste mal traduit la langue. non, ça a été pire. Ils ont renvoyé des messages d'erreur. L'IA ne reconnaissait même pas le fichier audio comme étant une voix humaine. C'est la définition formelle de ce qu'on appelle l'effacement épistémique. C'est terrifiant comme concept. C'est un terme clinique, oui, mais c'est la réalité. Ce n'est pas un simple désagrément d'interface utilisateur, c'est la suppression systémique de la manière spécifique dont une culture connaît et catégorise le monde. L'épistémologie pure, Voilà.
Et pour les jeunes générations de ces communautés, le message technologique est brutal. Ça leur dit implicitement, OK, votre langue est obsolète, elle n'existe pas dans le monde moderne. Face à ça, face à une Silicon Valley qui écrase l'épistémologie mondiale pour des questions de profit et d'efficacité de tokenisation, on ne peut pas juste rester les bras croisés. Comment les nations peuvent-elles riposter pour protéger leur patrimoine intellectuel? La réponse, elle ne se trouve pas dans du code. Elle se trouve dans l'acier, le béton et les serveurs physiques. C'est la stratégie de l'IA souveraine. La riposte géopolitique. Exactement. Aujourd'hui, la souveraineté linguistique est devenue totalement indissociable de la souveraineté des infrastructures physiques. C'est logique. Si on veut protéger l'épistémologie culturelle, il faut construire des centres de données locaux. On le voit d'ailleurs au Canada. Et les investissements sont massifs. La stratégie canadienne sur la puissance de calcul souveraine en IA est dotée d'un budget de 2 milliards de dollars. 2 milliards, c'est pas rien. Non, c'est vital. Et d'ailleurs, pour les organismes gouvernementaux et les dirigeants d'entreprises qui décident d'investir dans une infrastructure d'IA souveraine ou de s'en remettre aux hyperscalaires, suivre la hype de la Silicon Valley représente un risque immense pour la souveraineté nationale. Absolument. Jamgamind fournit l'expertise forensique audio de niveau technique, vérifiée par des humains, nécessaire pour prendre ces décisions d'investissement massif en toute sécurité. Visitez jamgamind.com. C'est d'autant plus crucial quand on regarde des projets comme le pôle de la Salle au Québec. Oui, le bouclier physique québécois. C'est un pôle de recherche en IA souveraine de 250 millions de dollars, développé par Mila, le groupe 5C et Hypertech. On parle de 3 mégawatts de capacité, du refroidissement par immersion, des serveurs massivement locaux. Tout ça permet d'entraîner des modèles directement sur de la littérature locale, des archives régionales. Et le plus important, Sans que les données partent ailleurs. voilà, sans qu'elles soient siphonnées par des clouds étrangers, c'est un coffre-fort culturel. Et ça s'accompagne d'un bouclier législatif. La loi 96. Entre autres, les mandats de découvrabilité du Québec exigent un français de haute qualité sur les plateformes. Et l'Office québécois de la langue française, le QLF, a un rôle crucial ici. Oui, ils imposent leur propre vocabulaire pour bloquer l'invasion lexicale à la source. Au lieu de laisser Recommendation Algorithm s'installer, ils imposent algorithmes de recommandation. Ou Voxto au lieu de Voice Memo. C'est brillant. Mais bon, ça soulève une question importante. Une objection assez provocatrice même. Je t'écoute. Si on se replie sur une IA purement locale, enfermée dans des serveurs nationaux, est-ce qu'on ne risque pas un isolationnisme numérique dangereux? On se retrouverait avec des modèles culturellement parfaits, mais intellectuellement retardés, complètement coupés des connaissances scientifiques mondiales. C'est le paradoxe de la souveraineté. Mais les ingénieurs ont trouvé une troisième voie pour résoudre ça. Laquelle? Le micro-réglage efficace en paramètres, ou PFT, est souvent combiné avec LoRa. D'accord. En fait, on télécharge l'intelligence globale d'un grand modèle open source mondial, donc on a toute la physique quantique, la médecine, Toute la connaissance scientifique. exact. Ensuite, derrière des pare-feux locaux ultra sécurisés, on gèle la majorité du réseau de neurones et on affine juste une petite partie. C'est comme engager un chef cuisinier de renommée mondiale. Il maîtrise déjà toutes les techniques de cuisson complexes, mais une fois dans ton restaurant, tu lui apprends juste les recettes de ton terroir. Tu ajustes son palais. C'est une excellente métaphore. Mathématiquement, c'est ce qu'on fait. On force le modèle à adopter la syntaxe et la culture régionale sans perdre son intelligence générale. Donc on marie la puissance de frappe mondiale avec la justesse épistémologique locale. Exactement. C'est fascinant. Et ça nous amène vraiment à la synthèse de notre autopsie d'aujourd'hui. On voit bien que ce n'est pas juste une question de traduire des mots correctement pour un petit chatbot d'entreprise. Non, l'enjeu est civilisationnel. Il s'agit vraiment de décider si la technologie reflètera la multiplicité vibrante, la beauté de l'expérience humaine, ou si elle va nous transformer tous en clones cognitifs de la Silicon Valley. C'est la question fondamentale. Et s'il y a une pensée troublante sur laquelle méditer aujourd'hui, c'est celle-ci. Nous devons forcer les algorithmes à apprendre à parler nos langues. Autrement, l'humanité sera contrainte de penser exclusivement dans la leur. Une conclusion implacable. C'est tout pour cette exploration. Abonnez-vous à AI Unravel sur Apple Podcasts pour toujours écouter complètement sans publicité. Voilà qui conclut notre autopsie forensique sur la survie linguistique à l'ère de l'IA. Le signal stratégique d'aujourd'hui est la souveraineté. La technologie n'est jamais neutre. Quand un algorithme supprime systématiquement le vocabulaire québécois au profit d'un standard parisien aseptisé, ou lorsqu'il force la grammaire anglaise dans nos phrases, ce n'est pas un défaut logiciel, c'est un choix d'ingénierie.
Si nous abandonnons le contrôle de nos mots à des serveurs basés dans la Silicon Valley, nous abandonnons le contrôle de nos pensées. C'est exactement pourquoi des investissements massifs dans des infrastructures d'IA souveraines, ici, chez nous, ne sont plus facultatifs. C'est le seul moyen d'empêcher l'effacement épistémique. Si vous refusez de laisser votre entreprise ou votre culture être dictée par une boîte noire algorithmique, il vous faut les bons outils. Visitez jamgamine.com/toolkit pour obtenir mon AI Executive Toolkit. J'ai personnellement audité le marché pour vous livrer une pile d'implémentations testées et approuvées pour déployer une véritable infrastructure dès aujourd'hui. Cet épisode a été rendu possible exclusivement par Jamgamind. Cliquez sur et s'abonner sur Apple Podcast pour profiter de ce briefing complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants, protégez votre code et votre culture et continuez de démêler l'avenir.